La Chine n'a pas été mise à genoux par une invasion ou une révolution, mais par une drogue. La Grande-Bretagne a fait de la dépendance un empire, et la Chine a mené 2 guerres pour l'arrêter. Comment un commerce de luxe entre 2 puissances mondiales a-t-il pu provoquer la chute d'une nation? Pourquoi la Chine n'a-t-elle pas pu s'en échapper après le début? Dans cet épisode de The Infographics Show, nous expliquons comment une drogue a contribué à la chute d'un empire. La Chine, riche en ressources et civilisation avancée, est restée autosuffisante durant des siècles. C'était une merveille mondiale lorsque les Européens établirent des contacts durables au XVIe siècle, à l'âge de la voile. La Chine était alors peu ouverte aux étrangers, voyant les Européens comme des barbares. Mais ils venaient toujours, frappant à la porte, espérant des relations commerciales. Parmi eux, les Britanniques. Et comme d'habitude, la relation n'a pas bien commencé. En 1637, le capitaine John Weddell, mandaté par un consortium privé anglais, arriva avec 4 navires près de Macao, où les Portugais commerçaient déjà. En août, les Britanniques ont pris un fort chinois et hissé le drapeau de Saint-Georges sur une île. Les autorités chinoises leur ont ordonné de quitter pacifiquement les eaux chinoises et de ne plus revenir. Les Britanniques ont acheté du sucre, des clous de girofle dorés et du gingembre, mais la violence a rapidement suivi. C'est sans doute la première escarmouche officielle entre forces anglaises et chinoises, avec des pertes des 2 côtés. Les Britanniques ne sont partis qu'après avoir promis de ne jamais revenir, compromettant ainsi le début des relations commerciales anglo-chinoises. La Chine croyait pouvoir se passer du reste du monde, ayant déjà surpassé l'Europe dans plusieurs domaines. Et elle dominait l'astronomie, l'ingénierie, l'imprimerie, la poudre à canon et la navigation. Ses villes prospéraient grâce à une agriculture, une finance et une médecine avancée. Même sa philosophie et son art étaient en avance de plusieurs siècles sur leur temps. La Chine avait tout pour réussir, et connaissait le monde depuis longtemps, grâce à des siècles de commerce sur la route de la soie. Elle a connu son âge d'or maritime au début du XVe siècle, lorsque sa grande flotte a traversé l'océan Indien. Mais, à la différence des Européens, la Chine s'est repliée sur elle-même. Comme les Japonais dans les années 1600, qui se méfiaient également des Occidentaux et des Bibles, elle s'est isolée. Sous les politiques Haijin ou maritimes, elle a restreint le commerce maritime privé. Au XVIIIe siècle, le système de cantons autorisait un contact limité avec l'Occident. Cela a provoqué du ressentiment chez les marchands chinois qui voulaient gagner de l'argent. Des personnes qui n'avaient pas eu la chance de naître dans la classe des lettrés officiels. Certains sont devenus contrebandiers, commerçant la nuit avec des navires étrangers, ce qui indignait les Britanniques. Ils se voyaient comme des champions du libre-échange. Disciple d'Adam Smith, l'économiste écossais fondateur du capitalisme mondial, la Chine était très riche. Pourquoi refusait-elle de jouer le jeu? Au XVIIe siècle, elle représentait environ un tiers du produit intérieur brut mondial, l'Inde étant à peu près au même niveau. En 1820, la part de l'Inde avait baissé, mais la Chine comptait encore près de 30%. Son économie dépassait largement celle de la Grande-Bretagne, qui restait pourtant la nation la plus industrialisée d'Europe. Aux États-Unis, l'impact économique était minime, la Chine ayant une économie 20 fois supérieure. Pour ces occidentaux pro-commerce, les politiques isolationnistes chinoises semblaient presque criminelles. Elle interdisait l'entrée des Européens sur le continent, forçant les commerçants à rester à Canton, sans accès à des écoles, pour apprendre le chinois. Il restreignait les contacts avec la population chinoise et n'autorisait le commerce qu'à certaines saisons sous surveillance stricte. C'était comme être un paria. Il n'est pas surprenant que la Chine ait suivi les évolutions en Asie. Les Britanniques dominaient de vastes régions de l'Inde et renforçaient leur contrôle sur la Malaisie. Les Hollandais avaient dit repris l'Indonésie, et des navires occidentaux apparaissaient au large des côtes de la Birmanie et du Vietnam. L'ancien monde changeait, découpé par des empires prônant le libre-échange mais imposant leurs lois par la force. La Chine restait à l'écart, se considérant comme le centre de la civilisation. Il ne voulait ni des cadeaux britanniques, ni de la modernisation promise par le commerce. L'empereur Qianlong a clairement exprimé sa position en 1793 lorsque la Grande-Bretagne a demandé de meilleures conditions commerciales. La Chine, disait-il, possédait déjà tout ce dont elle avait besoin, et n'avait aucune utilité pour les produits britanniques. C'était un refus poli adressé à un continent prêt pour une révolution industrielle, qui produirait bientôt des armes et machines dépassant largement la Chine. L'équilibre des pouvoirs dans le monde était en train de changer discrètement, et les Chinois ne semblaient pas s'en rendre compte. Les Britanniques voulaient beaucoup de choses, mais surtout ils voulaient du thé. Oui, du thé. Ils en étaient déjà accros. Alors que le peuple buvait encore de la bière, le thé était préféré par les classes moyennes supérieures. C'était raffiné, à la mode et cher.
Plus importante encore, cela devint l'un des commerces les plus lucratifs au monde. Mais il y avait un problème. La Chine ne voulait rien de ce que la Grande-Bretagne avait à offrir, comme l'a expliqué l'empereur au roi George. Elle voulait seulement de l'argent, pas les textiles ou babioles britanniques. Pour acheter thé, soie et porcelaine, la Compagnie britannique des Indes orientales devait payer en argent. L'argent quittait sans cesse la Grande-Bretagne pour la Chine. La balance commerciale était fortement déséquilibrée, ce qu'on appelle un déficit commercial. La Grande-Bretagne importait plus qu'elle n'exportait, épuisant ses réserves de métaux précieux. Comment allait-il résoudre ce problème? Un simple trafic de drogue? Les Britanniques avaient une nouvelle marchandise puissante, l'opium, produit en masse dans l'Inde sous leur contrôle. Le meilleur? Dès qu'on en consommait, il devenait presque impossible de s'arrêter. Le sevrage était brutal et les envies irrésistibles. La population chinoise consommait de l'opium depuis le 8e siècle, surtout à des fins médicales. Ce soulagement de la douleur était essentiel pendant une opération ou même face à la mort, par 1000 coupures. La Grande-Bretagne voulait inonder la Chine de drogue pour compenser le déficit commercial. À l'époque des Lumières, il a été remarqué que rendre une nation dépendante à la drogue était sans doute contraire à l'éthique. De nombreux Britanniques s'y opposaient. William Gladstone, politicien libéral et futur Premier ministre, a qualifié cela de honte au Parlement. Mais pour une grande partie de la noblesse, pour les nombreuses entreprises impliquées et leurs investisseurs, c'était la tempête parfaite. Dans l'une de leurs tasses à thé chinoises, ce qui avait commencé comme un vice luxueux des riches et des instruits s'est rapidement répandu dans tous les coins de la société. En 1796, l'empereur a interdit les importations, sans succès. Puis, en 1813, les Chinois ont effectivement lancé la première guerre contre la drogue de l'histoire, lorsqu'ils ont interdit la consommation. La peine pour possession était d'être battu 100 fois. Mais quand les Chinois ont sévi, Britanniques et Américains ont intensifié leurs efforts. La Compagnie des Indes orientales a recruté des commerçants clandestins américains et britanniques pour gérer ses affaires, utilisant ainsi des trafiquants. Ces hommes jetaient habituellement l'ancre au large de Canton, Guangzhou, et vendaient à de douteux intermédiaires chinois. En 1830, plus de 100 intermédiaires utilisaient des bateaux et des mulets pour transporter l'opium vers le continent. Entre 1810 et 1838, les importations d'opium ont explosé, passant de 4500 caisses à près de 40 000. Des millions de livres de cette substance, ce qui n'était qu'une activité secondaire, est devenu un empire de millions de dollars. Tout ce que les autorités Cheng tentaient s'est avéré inutile. Les marchands britanniques ont appris toutes les astuces pour éviter les inspections des navires. Parallèlement, les trafiquants chinois ont aussi su déjouer les patrouilles impériales. Environ 30% de la population chinoise, des paysans aux lettrés, seraient devenus dépendantes de l'opium britannique. Les autorités chinoises ont lancé des descentes dans les fumeries d'opium et puni les consommateurs. Mais avec un tiers du pays dépendant, ils ne pouvaient pas emprisonner tout le monde. Les responsables ont alors envisagé une autre approche. Certains ont suggéré de légaliser et de taxer l'opium, rendre l'opium plus cher, réduire la demande et remplir les caisses de l'État en même temps. Les moralistes ont gagné, affirmant que la dépendance était un mal absolu. Cela déchirait les familles, pourrissait la société de l'intérieur, rendait les paysans oisifs, les étudiants inattentifs et les soldats faibles. Ils avaient peut-être raison. Mais avec du recul, la solution opposée aurait été meilleure à long terme. Bien qu'ils aient arrêté 1600 trafiquants chinois et détruit des milliers de pipes à opium, cela n'a pas vraiment réduit la dépendance. L'affaire était trop lucrative pour ne pas s'y impliquer. En 1839, la Grande-Bretagne vendait assez d'opium pour financer tout le thé importé. La Chine, jadis magnifique mais rongée par la corruption et les luttes entre élites, perdait la raison, sa société se détruisant de l'intérieur. L'empereur Daoguang demanda alors à Lin Seizu, lettré officiel, d'agir. Cette fois, pour s'adresser directement à la couronne britannique. Lin a écrit à la reine Victoria pour lui demander d'arrêter ce commerce destructeur pour son pays. Il a dit que si cela continuait, la Chine n'aurait plus d'armée pour se protéger des envahisseurs. La lettre ne lui est même jamais parvenue. Même si ça avait été le cas, cela n'aurait rien changé. Trop d'argent était en jeu. Pourtant, certains Britanniques ayant vu les dégâts restaient critiques. La question a suscité un débat public. La majorité jugeait ce commerce immoral et souhaitait son arrêt. Au minimum, le commerce international de stupéfiants devait être réglementé. En Chine, la lettre avait échoué, tout comme les répressions. La Chine, frustrée et méprisée par le manque de respect britannique envers ses lois et sa culture, a réagi drastiquement. Ils ont mis Canton en quarantaine, saisissant plus de 26 millions de livres de drogue.
Ils ont détruit une fortune d'opium appartenant à une nation qui venait de construire certains des navires de guerre les plus avancés au monde. Charles Elliott, surintendant en chef du commerce britannique avec la Chine, anticipait la guerre. Un changement s'imposait. Il a insisté pour que les investisseurs et trafiquants britanniques à Londres soient indemnisés. Rien n'est devenu. Convaincus que la Chine insultait le libre-échange en fermant ses marchés, les politiciens britanniques ont évoqué l'usage de la force. C'était un scandale moral, pas le genre de choses que des hommes civilisés étaient censés faire. Derrière cette indignation, certains y voyèrent une chance de faire la guerre et de montrer qui détenait le pouvoir. En août 1839, après qu'un villageois chinois ait été tué par 2 marins britanniques lors d'une rixe, Lin Sei-su imposa un embargo alimentaire sur 60 navires britanniques à Kowloon. Les Britanniques refusèrent de livrer les coupables, ce que Lin vit comme une violation flagrante de la souveraineté chinoise. En septembre, la guerre de l'opium débuta par les premiers tirs. Les navires britanniques repoussèrent les jonques chinoises. Après une escarmouche, les Britanniques eurent leurs provisions, mais les rapports à Pékin racontaient autre chose. Un navire britannique a coulé causant de lourdes pertes. Bien que fictif, cela a renforcé la conviction de Pékin de pouvoir gagner. À l'époque, la société chinoise était très hiérarchisée, et les fonctionnaires disaient souvent à leurs supérieurs ce qu'ils souhaitaient entendre. En 1840, la reine Victoria déclara accorder toute son attention à la question, alors que le débat faisait rage en Grande-Bretagne. Certains politiciens affirmaient que la Chine ne pouvait s'en prendre qu'à elle-même, surtout après avoir expulsé les commerçants britanniques de Canton. Certains avertissaient que la guerre serait une faute morale. Le Parlement était presque partagé, 260 et 11 contre 262, un vote serré pour la guerre. En juin de cette année-là, une expédition britannique arriva près de Canton avec 16 navires de guerre, 4 canonnières à vapeur et 25 navires de soutien. Les Britanniques exigeaient une compensation pour l'opium détruit, des paiements de guerre, l'ouverture de nouveaux ports au commerce britannique et des tarifs selon leurs conditions. Les autorités Qing à Canton n'étaient pas vraiment ravies. Pendant 2 ans, les Britanniques ont utilisé leur marine et leur artillerie moderne pour bombarder et prendre une à une les fortifications côtières. Les armées Qing, courageuses mais mal équipées et désorganisées, étaient dépassées. Les troupes britanniques, vétérans des guerres impériales, combattaient avec discipline et une puissance de feu redoutable. Ces hommes, vétérans de Grande-Bretagne, excellaient dans la guerre et disposaient d'armes bien supérieures à celles des Chinois. Lors de cette campagne, la Grande-Bretagne révéla un symbole effrayant de sa puissance industrielle, le navire de guerre à vapeur en fer, le Némésis. Le navire a franchi facilement les défenses chinoises et contribué à la prise de Canton, début 1841. Malgré les tentatives de l'empereur Daoguang, les forces britanniques ont continué vers le nord, remontant le fleuve Yangtze et s'emparant de Nankin. Ce fut une humiliation majeure pour la dynastie Qing, montrant que des siècles d'isolement et de complaisance technologique avaient rendu la Chine vulnérable. Les Chinois n'avaient aucune chance. Des milliers de Chinois furent tués au combat, tandis que les pertes britanniques furent minimes, seulement quelques dizaines d'hommes au combat. Si la guerre avait duré, les troupes britanniques auraient sans doute conquis tout l'Empire, laissant derrière elles sang et honte sur une nation jadis invincible. Le traité de Nankin de 1842 céda Hong Kong à la couronne britannique. La Chine dut verser 21 millions de dollars en réparation pour la guerre, l'opium perdu et les demandes des marchands britanniques. Le traité ouvrit 5 ports au commerce britannique et imposa des tarifs avantageux. Il accorda des droits d'extraterritorialité aux étrangers, leur permettant de vivre sous leurs propres lois dans des villes comme Shanghai, qui devint rapidement un centre du commerce et de l'influence occidentale. Le traité marqua le début du siècle d'humiliation de la Chine, une période de domination étrangère et de déclin interne. Il brisa le prestige de la dynastie Qing et accrut le nationalisme. Pour aggraver les choses, les importations d'opium ne se sont pas arrêtées. Elles ont explosé. Les Britanniques ont ensuite légalisé le commerce. En 1879, la Chine importait 87 000 caisses d'opium britannique, bien plus qu'avant la guerre. Cela représentait 17% des revenus de l'Inde britannique, aidant les Britanniques à maintenir leur contrôle. Leur joyau de la couronne. Cela a aussi permis à William Jardine et James Matheson de faire fortune en fondant Jardine Matheson, un empire commercial toujours présent dans le Fortune Global 500. Les commerçants américains en ont profité. Des hommes devenus parmi les industriels les plus riches, leurs noms figurant aujourd'hui sur des écoles, musées et hôpitaux. L'un d'eux,
Robert Bennett Forbes, ancêtre de la famille Forbes, aujourd'hui immensément riche, écrivait dans des lettres privées qu'il avait fait fortune. Il n'éprouvait aucune honte à, selon ses propres mots, démoraliser des millions de travailleurs chinois et à vider le pays de son argent. C'était comme ça. Ce commerce signifiait aussi que l'opium se répandait partout aux États-Unis. Il était populaire dans le Far West pendant la ruée vers l'or, se répandant à San Francisco, Portland, Seattle, Denver, Chicago et New York. Une seconde guerre de l'opium éclata en 1856. En 1860, après la prise de Pékin par les Britanniques et les Français, la Chine fut à nouveau humiliée. Elle a dû signer de nouveaux traités inégaux, payer de lourdes indemnités et ouvrir davantage de ports aux puissances étrangères. La Chine avait été dévastée. Le pays était désormais envahi par les Occidentaux. Ses fonctionnaires vivaient dans la disgrâce, et les traités commerciaux signés sous la contrainte le saignaient à blanc. Les Japonais, un peuple que la Chine avait longtemps considéré comme inférieur, n'était en de plus resté aussi isolé. Plus ouvert à l'Occident, ils s'étaient modernisés rapidement, créant une armée sur le modèle européen. Au milieu des années 1890, leur armée moderne écrasa la Chine lors de la première guerre sino-japonaise, s'emparant de Taïwan et de parties de la Mandchourie. En Chine, la situation était chaotique. Les civils avaient perdu toute confiance dans les dirigeants Qing, qui étaient déjà tenus pour responsables de la pauvreté et de l'humiliation du pays. La colère a éclaté pendant la révolte des Boxers, un soulèvement violent visant à expulser tous les étrangers. Environ 32 000 chrétiens chinois ont été massacrés, certains enterrés vivants, et près de 200 missionnaires et fonctionnaires occidentaux ont été tués. Les puissances étrangères ont ainsi trouvé un prétexte parfait pour intervenir à nouveau. Des troupes de Grande-Bretagne, États-Unis, Autriche-Hongrie, France, Allemagne, Italie, Japon et Russie ont envahi la Chine. À Pékin, de grandes foules ont soutenu le gouvernement et demandé l'expulsion des étrangers. Certains responsables Qing les soutenaient secrètement, d'autres craignaient une catastrophe. Les soi-disant boxeurs, autrefois considérés comme dotés de pouvoirs mystiques, les rendant invulnérables au Baal, n'étaient en réalité que de simples paysans désespérés, des hommes pauvres et mal armés qui se révoltaient. Dans un pays en ruine, la Chine avait été dépecée. Les historiens nommeraient cela la ruée vers la Chine. Les Britanniques avaient hâte de commencer. Mais alors toutes les grandes puissances voulaient une part et étaient honteux souvent brutales. Quand des Chinois ont protesté contre les chemins de fer allemands, les Allemands les ont abattus de sang-froid, tandis que des missionnaires prêchaient Jésus aux sauvages. Les boxeurs et les forces impériales Qing n'avaient aucune chance. À la bataille de Tientsin, 6900 alliés ont vaincu une force supérieure et pris Pékin. Les forces européennes et américaines ont mené une chasse à l'homme, tuant des civils, abusant des femmes, pillant et incendiant des maisons occupées. On raconte que les forces allemandes, russes et japonaises entraient dans les villages et massacraient tout le monde. Des centaines de femmes ont préféré mourir plutôt qu'affronter les troupes. Des rapports sont parvenus en Europe, disant que les soldats avaient mutilé les cadavres. Un général américain qui a essayé d'arrêter les pillages a écrit que pour chaque boxeur tué, 50 innocents étaient massacrés. Mark Twain était tout aussi indigné, écrivant que les soi-disant pays civilisateurs se comportaient comme des brutes. Cela s'est conclu par le protocole des boxeurs, un traité imposant à la Chine d'importantes indemnités aux 8 nations. Des exécutions de masse eurent lieu, et un accord permit aux forces étrangères de stationner partout en Chine. Le pays était désormais sous contrôle, soumis à des traités imposés par la menace. De nombreux occidentaux estimaient encore que la Chine était responsable de son repli face au nouveau mondialisme. Mais le siècle d'humiliation n'était pas totalement fini. Après la Première Guerre mondiale, la Chine a envoyé des hommes en Europe pour soutenir les Alliés et espérer un meilleur respect international. Mais quand les Alliés ont ignoré la demande chinoise d'autodétermination et donné ses territoires au Japon, la trahison fut profonde. Cela a attisé la colère contre l'impérialisme occidental et favorisé les mouvements nationalistes et révolutionnaires qui allaient transformer l'avenir de la Chine. Les années 1930 et 1940 ont apporté davantage de souffrance. La Chine a beaucoup souffert durant la Seconde Guerre mondiale, des millions de personnes ayant été massacrées par les Japonais, auteurs de terribles crimes de guerre, surtout envers les femmes. La guerre s'est terminée avec la Chine du côté des vainqueurs, mais en 1949, elle était redevenue l'ennemi de l'Occident. Après la victoire de Mao Zedong sur les nationalistes, lors de la révolution communiste chinoise, il déclara à son peuple « Plus jamais ça !» Mais sa détermination à industrialiser la Chine à toute vitesse grâce au grand bond en avant a conduit à une catastrophe. Des millions, peut-être des dizaines de millions de personnes, sont mortes lors de l'une des pires famines de l'histoire de l'humanité. De nombreux citoyens ont été tués ou exécutés,
les archives chinoises montrant une brutalité inédite, et même du cannibalisme. Ensuite, pendant la révolution culturelle de Mao, il a renforcé son culte de la personnalité. Des millions d'autres ont été tués, souvent par des étudiants idéologiques, ravis de faire souffrir pour montrer leur vertu révolutionnaire. Mais des cendres d'une politique ratée est né un grand homme d'État chinois. Deng Xiaoping a ouvert le pays au monde grâce à la politique de la porte ouverte en 1978, adoptant le commerce international, tout en conservant le style de gouvernement unique de la Chine. Le capitalisme, avec des limites à la liberté d'expression et de parole à la manière communiste, parfois brutale, mais rien de comparable à ce qui existait auparavant. Économiquement et psychologiquement, la Chine était rajeunie. Elle n'était plus l'homme malade de l'Asie. Depuis les politiques de Xiaoping, environ 850 millions de personnes ont quitté la pauvreté. Le niveau de vie et les soins de santé se sont nettement améliorés. Le pays a accompli ce que les économistes qualifient de plus grand miracle économique moderne. En 1997, la Grande-Bretagne a rendu Hong Kong et l'initiative La Ceinture et la Route de la Chine couvrent désormais plus des 3/4 du globe. La guerre de l'opium était rarement évoquée en Occident, même en Grande-Bretagne, mais demeure une blessure vive en Chine. Elle façonne la perception de la nation et du monde. Quand le président Xi Jinping évoque la diplomatie du guerrier loup, cela touche une population marquée par le souvenir de l'humiliation de leurs ancêtres par des puissances étrangères. Quand le pays a été, je cite, plongé dans un abîme de souffrance, la Chine a garanti que son armée ne sera plus jamais en retard. La question est maintenant de savoir si elle maintiendra sa non-intervention ou projettera sa puissance au-delà de ses frontières. Les États-Unis doutent qu'elle reste en retrait, car l'histoire montre que les grandes puissances émergentes le font rarement.